Bonjour. En ce mois de mars 1815, de retour de l'île d'Elbe après une année d'exil, Napoléon Bonaparte, accompagné d'un millier d'hommes, remonte de la Méditerranée jusqu'aux portes de Grenoble par la route des Alpes. Puis, de là, il continuera sa route triomphale et l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame. À la lisière du département du Var, il décide de s'arrêter à Escragnole en Provence, un petit village où naquit la voix provençale de la Marseillaise, François Mireur. Devant madame Suzanne Mireur, sa mère, aveugle et très âgée, il lui rendit un hommage sans dissimuler son émotion, un hommage tardif mais sincère. Votre enfant était un brave. Je l'ai souvent vu se mêler à ces hommes et chanter avec eux cet hymne de la Marseillaise qui l'a rendu célèbre. La patrie vous doit beaucoup, madame. Le moins que l'on puisse faire est de vous octroyer une pension à vie. Mais qui est donc ce François Mireur dont Napoléon vanta ce jour-là la bravoure qui avait fait l'admiration de tous? C'était un soldat vaillant, intrépide et altruiste, au point d'avoir refusé à 2 reprises d'être nommé général de brigade afin de ne pas être séparé de ses soldats, et dont le point d'orgue de la carrière militaire fut la fameuse bataille de Fleurus. Cette bataille décisive se déroula sous un soleil brûlant en juin 1794 à Fleurus, non loin de Charleroi, entre les coalisés autour du Royaume-Uni et du Saint-Empire et la France révolutionnaire sous le commandement des généraux Marceau, Lefebvre et Kléber. Au cours de celle-ci, récompensé pour son audace, un sous-officier béarnais, Jean-Baptiste Bernadotte, sera promu général par Kléber et commencera à gravir les échelons dans l'armée avant sa rencontre déterminante avec le général Bonaparte en mars 1797 et son ascension fulgurante. Il sera fait maréchal d'Empire et deviendra roi de Suède en 1810. Bernadotte était très aimé de ses hommes, et il fut un chef toujours exemplaire, qui jouissait de la confiance de tous. Il était donc, en 1794, un homme qui monte, au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs, puisqu'au cours de la bataille, il expérimenta un aéronef gonflable, appelé ballon captif, qui grimpa jusqu'à une hauteur de 400 pieds, grâce à son nouveau chef d'état-major, un jeune médecin provençal, François Mireur. Ce moyen moderne d'observation, utilisé pour observer le dispositif des coalisés, révolutionnera la surveillance militaire. Bernadotte noua des liens solides d'amitié et d'affection avec François Mireur. 4 jours après l'expérience du ballon, les combats reprenaient de plus belle et, entre autres missions à haut risque, Mireur reçut l'ordre de passer le Rhin escorté de quelques grenadiers. À la veille de franchir les eaux glacées du fleuve, témoignant d'une grande lucidité pour ses 24 ans, il écrivit à sa mère. C'est ce soir, nuit du 28 au 29 Fructidor, que nous devons effectuer le passage du Rhin. Je le franchirai un des premiers, à la tête de 13 compagnies de grenadiers. Si les hasards des combats m'étaient contraires, embrassez mon portrait que vous devez avoir, et sachez que votre cher fils François n'aura cessé de vous aimer qu'en perdant la vie, et qu'il n'a témoigné d'autre regret à la fin de sa course
que celui de cesser de servir sa patrie et d'aimer une mère et un père qui l'idolâtrent. Je m'empresserai de vous écrire si je survis à cette opération. François Mireur était très attaché à ses parents et à son village alpestre d'Escragnole, où le fleuve, la Siagne, long de 45 km, prend sa source. En raison de son parcours très encaissé, la Siagne fait de nos jours la joie des adeptes du canyoning. Son père, Pierre Mireur, est maire d'Escragnole, et c'est lui qui déclara la naissance du second fils que lui donna, le 9 février 1770, son épouse Suzanne Morel. François mène une enfance tranquille. Il s'émerveille du spectacle de la nature dans un cadre d'une beauté exceptionnelle. Sous la bienveillante férule de son oncle, l'abbé Chéris, il apprend les lettres et les chiffres à travers les pages de la Bible. Très précoce, il se fait très vite remarquer au collège de Grasse où il collectionne les prix d'excellence. Attiré tout particulièrement par la médecine, il arrive à 19 ans à Montpellier pour suivre les cours de l'école de médecine, une institution de prestige depuis des siècles pour la capitale languedocienne. Le sujet de sa thèse, qu'il présenta en janvier 1792, était en latin, selon le règlement, et porté sur la vaccination antivariolique. Elle fit grande impression au jury, de même que les 2 cours publics exigés par l'université. Puis vint la redoutable épreuve des Trégoines, 3 mois plus tard, ces examens redoutables qui duraient 3 jours et au cours desquels le candidat soutenait 6 questions. Devant s'expliquer sur la méthode qu'il envisageait d'utiliser dans l'exercice de sa profession, il répondit « Le plus simplement du monde ». Comme son examinateur principal s'étonnait de sa réponse, « Oui, monsieur, ajouta-t-il, grâce à ce petit instrument, à tout médecin indispensable, ce petit instrument digne de ce nom. » Et il tira de sa poche une lancette. « Diantre, une lancette » s'étonna l'examinateur. « Oui, maître, comment ne pas vouer une véritable vénération à cette fine lame de chirurgien, tour à tour capable d'inciser, trancher, tailler, saigner toutes sortes d'humeurs dont l'organisme sain sait se rendre coupable, y compris pour les bavards, les pléthoriques et les verbeux, le moyen le plus efficace de couper court à la conversation. » En dépit de cette impertinence, pour ne pas dire cette insolence, en un tel lieu et en pareille circonstance, le jury, compte tenu de ses notes excellentes, fit preuve d'une grande mansuétude à son égard, et à 22 ans, on remit à François Mireur le caducée, l'emblème qui autorise l'exercice et l'enseignement de la médecine au cours d'une cérémonie protocolaire habituellement placée sous la double obédience du doyen de l'université et de l'évêque du diocèse. Mais nous sommes en plein cœur de la Révolution, et les religieux n'ont plus droit au chapitre. On se contenta donc de l'organiser dans les locaux universitaires, mais dans une salle qui s'appelait justement, par une curieuse coïncidence, la salle L'évêque, en un seul mot, et qui donnera son nom à une rue de Montpellier. Le jeune François Mireur n'était pas indifférent à cette révolution et aux principes qu'elle véhiculait. Saisi par l'immense exaltation
patriotique ambiante qui suivit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le vote de la Constitution en 1790, il avait participé avec les Montpelliérains Cambon, Cambacérès et le maire Durand à l'action du Club des Amis de la Constitution et de l'Égalité, émanation du Club des Jacobins de Paris. Et il s'était emparé, avec quelques jeunes gens de son âge, de la vieille citadelle royale de Montpellier dans la nuit du 1er au 2 mai 1790. « Ce fut notre Bastille, dira-t-il. Sa fougue et sa vaillance l'imposent aussitôt auprès de ses camarades, au point d'être alors considéré comme un meneur, à la pointe de tous les combats présents et à venir. Adepte ardent des idées nouvelles, il fait de nombreuses propositions pour changer la société au niveau local. Rendre publiques les séances du conseil municipal de la commune, supprimer les différences entre riches et pauvres lors des enterrements, chacun a droit aux mêmes prestations, dispenser gratuitement l'enseignement aux enfants, lutter contre la présence de chiens enragés dans la commune. C'était alors un problème récurrent et un danger réel pour la population. Supprimer les discriminations salariales entre femmes et hommes pour un travail identique. Dans l'euphorique enthousiasme qu'inspirent à Mireur les idées nouvelles, il s'accorde un moment de rêve. Il se transpose dans un monde idéal, un monde dans lequel les barrières sociales sont définitivement laissées à terre. Les droits sont les mêmes pour tous. Seuls les mérites sont récompensés. Tous les hommes sont frères et solidaires. Le savoir et l'éducation ne sont plus le privilège de quelques-uns. La misère et la grande pauvreté bannies. Dans sa tête, il entrevoit une société plus juste et plus fraternelle, qu'il espère voir éclore dès qu'on aura réussi à vaincre les ennemis extérieurs de la France. Quelques mois après la cérémonie qui le fit médecin, François Mireur est à Marseille, le 20 juin 1792, le jour même où à Paris, les Girondins obligeaient le roi à coiffer le bonnet rouge. Ce jour-là, le maire jacobin de Marseille, l'astronome Jean-Raymond Mouraille, reçut de Paris l'emblématique appel du jeune député marseillais Charles Barbaroux. « Envoyez à Paris 600 hommes qui sachent mourir !» Il est vrai que la situation du pays était alors dramatique. L'ennemi était aux frontières. Il était soutenu par une partie de la noblesse. La Révolution était menacée de l'extérieur comme de l'intérieur. Si François Mireur est alors à Marseille, c'est pour organiser la marche des soldats volontaires du Midi. Le 22, il est accueilli au club patriotique Amis de la Constitution, au 25 rue Tubano, par François Moisson, Bérard, futur chirurgien-major, et Maillet, le fougueux instituteur de la rue Saint-Féréol, tous trois membres éminents du club et ardents patriotes. L'ambiance est survoltée. Il porte avec élégance son uniforme bleu à collet blanc, passepoilé d'écarlate, le tout surmonté d'un volumineux chapeau noir orné d'une énorme cocarde tricolore. Il fait aussitôt sensation. Il se présente François Mireur, médecin de fraîche date et patriote de toujours. Si jeune et déjà médecin, les membres du club ne dissimulent pas leur surprise et leur admiration. La fièvre monte vite autour de lui. On parle et on savoure un délicieux petit rosé du Var.
On trinque à la santé du jeune médecin patriote. Puis on savoure un délicieux blanc de cassis qui est servi avec d'excellents coquillages et s'accorde merveilleusement avec eux. À la fin du banquet, une fois la dernière coupelle de sorbet avalée, le silence s'installe. Et soudain, Maillet, après avoir balayé d'un revers de manche assiette et couvert, empoigne Mireur, le hisse sur une table et lui demande de chanter ce chant héroïque composé chez le maire de Strasbourg par un capitaine qui porte un nom de poisson, Rouget de Lille. Et qu'un étudiant alsacien, Victor de la Pierre, venu à Montpellier pour poursuivre ses études, a fait découvrir au jeune médecin en le chargeant de le faire connaître dans tout le Midi. Comme Mireur possède une voix de baryton, bien timbrée, et que ce chant lui tire systématiquement les larmes aux yeux, il ne se fait pas prier, et devant une assistante enthousiaste, entonne d'une belle voix de bronze, pour la première fois en public, ce 22 juin 1792, le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et il invite son auditoire à reprendre le chœur en refrain. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Ce chant flamboyant est publié immédiatement par le journal des départements méridionaux et commence alors sa fulgurante carrière. Les Marseillais sont aux anges. Ils tiennent leur chant de ralliement et leur héros, François Mireur, qui est au centre de toutes les festivités. Mais, tandis que l'enthousiasme est à son apogée, François Mireur se fait un devoir de rédiger, à l'intention des amis de la Constitution montpelliéraine, un compte rendu précis des événements, dont voici un extrait. Marseille, le 24 juin 1792, l'an 2 de la liberté. Frères et amis, comme nous ne voulons laisser passer aucun jour sans vous donner de nos nouvelles, nous allons vous entretenir de la délibération que le Conseil général de la commune, le directoire de district et les sections rassemblées ont prise. Délibéré par le Conseil général que 600 hommes choisis partiraient avec armes et bagages, délibéré par le directoire du district que l'équipement et la solde seraient faits aux frais du district, qu'une initiation serait faite dans le jour à tous les cantons pour qu'ils eussent à envoyer leur contingent de volontaires et l'adhésion générale de la part des sections, nous avons eu le bonheur de voir et d'entendre pérorer le maire de cette ville, l'astronome Pierre Mouraille. Cet homme respectable, soit par ses cheveux blancs, soit par ses lumières et ses vertus civiques, et qui nous rappelle les hommes de l'ancienne Rome. Il jouit dans sa ville d'une confiance et d'une estime générale. Nous serons porteurs de toutes les délibérations. François Mireur entre ensuite dans les détails, ne dissimulant pas les difficultés, et il achève enfin sa lettre par cette note d'espoir. Nous espérons, frères et amis, qu'à notre retour, nous trouverons le contingent de notre département prêt à marcher et à se joindre à Pont-Saint-Esprit avec les Marseillais. Le département du Var a son contingent prêt qui attend l'ordre de Marseille. Adieu, adieu, frères et amis. C'est ainsi que va commencer, porté par les fédérés marseillais, l'extraordinaire épopée du chant de guerre de l'armée du Rhin, devenu le chant des Marseillais, puis la Marseillaise. Le 28 juin, le bataillon est formé et fourbit ses armes. Les 600 hommes, triés sur le volet pour leur conviction et leur patriotisme, ont été choisis pour répondre à l'appel de Barbaroux. Ils élisent leur chef dans l'église Saint-Dominique. François Moisson,
un artisan tanneur et commandant en chef, l'entrepreneur maçon, Pierre-Dominique Garnier, commandant en second. Tout un cérémonial se met en place, un cérémonial réglé comme du papier à musique. C'est du Courbelzins que part ce bataillon, traînant 2 canons et un caisson, le drapeau tricolore déployé, et franchissant dans l'allégresse, et en chantant la porte d'Aix, direction Paris. Le 2 juillet, Marseille est au rendez-vous de l'histoire. Dans toute la ville, les cloches carillonnent, la foule crie son enthousiasme. C'est à qui reviendra le privilège d'apercevoir, même furtivement, au milieu d'une joyeuse bousculade, le cortège des volontaires qui avance d'un pas solennel. Des femmes accrochées au bras de leurs époux s'époumonnent à chanter les louanges des jeunes Marseillais en partance pour Paris. Juchés sur les épaules de leurs pères, des enfants agitent des petits drapeaux confectionnés par leur mère. Les kiosques des bouquetières sont pris d'assaut. Chaque Marseillais veut avoir une fleur à lancer sur le défilé des héros qui vont apporter la liberté au peuple. On assiste à une extraordinaire communion entre toutes les composantes de la société, toutes classes, positions sociales, opinions politiques ou religieuses confondues. Artisans, ouvriers, filles de boutique, grisettes, étudiants, poissonnières des vieux quartiers, dames de la halle endimanchées, bourgeois et notables, conseillers municipaux et même prud'hommes en robe noire, coiffés de leur toque, dansent tous ensemble des farandoles endiablées. Tout Marseille est là, sur le grand cours, autour de l'arbre de la liberté, le lieu symbolique de tous les rassemblements depuis le début de la Révolution. Au passage des amis de la rue du club de la rue Tubano, qui rejoignent les 500 du bataillon, l'assistance se déchaîne et hurle. Et voilà! Vive Marseille! Vive le peuple! Vive la liberté! Ils sont sans doute vêtus d'uniformes pas toujours conformes aux règlements vestimentaires, mais ils n'en ont pas moins fière allure. Et il y a en tête François Moisson et Pierre Garnier, suivi de Geoffrey, l'adjudant-major, toujours en veine de bons mots avec son compère, le quartier-maître Paul Tardieu. On remarque particulièrement le fringant porte-drapeau, Jacques Pellegrin, et Pontier, le tambour-major. La foule congratule le chirurgien-major, le populaire Bérard, qui étreint son fils, jeune conscrit autorisé à cheminer avec le bataillon jusqu'à la sortie de la ville. L'enfant ne dissimule pas sa joie et sa fierté. Le cortège avance d'un pas solennel. Mais voici qu'arrive au pied de l'arbre de la liberté un homme surgi de la foule. C'est Maillet. Il grimpe avec agilité sur une table, réclame le silence et lance. Allez, frères et amis, soutenir le nom marseillais, le nom de ce peuple qui connut le premier la liberté, devenu le patrimoine des Français. N'oubliez pas vos frères que vous quittez. Jurons tous ensemble de vivre libres et de purger la terre des tyrans et des ennemis de l'égalité. Puis il descend de sa table, s'avance vers François Moisson et lui tend un bonnet frappé de la cocarde tricolore. Le cortège se reforme ensuite, suivi de 2 canons de campagne et d'un caisson d'artillerie. À la fin de celui-ci, surgissent plusieurs chariots à bagages, rehaussés de mots inscrits sur les bâches, vivres et munitions qui ne coûteront rien aux Parisiens. À la hauteur de la porte d'Aix, après les dernières accolades, les derniers adieux, la vaillante troupe repart en chantant le refrain. Mais dans la foule, alors que retentit la Marseillaise, beaucoup de gens s'étonnent de ne pas voir celui qui la porta dans la cité phocéenne.
Où est François Mireur? Toujours très modeste et discret, il semblerait que celui-ci s'était noyé dans la foule. Suivit-il le bataillon des fédérés jusqu'aux Champs-Élysées à Paris? On ne le sait pas, tout comme l'on ignore son comportement le 10 août aux Tuileries. Pas davantage de traces de lui lors du retour dans leur Midi natal des fédérés. Quant à la Marseillaise, qui n'est encore que le chant de guerre pour l'armée du Rhin, partant de Marseille, ce 2 juillet, elle est portée joyeusement par les fédérés marseillais et, à chaque étape sur la route de Paris, les Français découvrent ce chant et le plébiscite. Je voudrais à ce propos vous raconter une petite anecdote cocasse. Lors de leur étape de Vienne, la foule, particulièrement considérable autour des fédérés, est galvanisée par le chant. Dans celle-ci, un prêtre, l'abbé Antoine Pessonneau, qui enseigne dans un collège de la ville, est si enthousiaste qu'il fit chanter les 6 couplets par ses élèves, auquel il ajouta un nouveau couplet de sa composition, qui fut aussitôt adopté par les fédérés, à sa grande surprise. Le brave abbé n'avait nullement l'intention de tirer une quelconque gloire avec ce couplet, mais il voulait seulement participer à l'élan créatif du moment. Et d'ailleurs, la patrie reconnaissante ne lui accorda pas le moindre laurier. Toujours est-il que la version officielle actuelle de la Marseillaise, notre chant national, qui figure sur le site de l'Élysée, compte 6 couplets, plus celui de l'abbé Pessonneau, qui est appelé le couplet des enfants, sorte de revanche posthume pour lui. Bien qu'il n'a jamais été chanté par Mireur à ses amis du club marseillais des Amis de la Constitution, et pour cause, je vous livre donc ce couplet. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous le chanter. Nous entrerons dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. La Marseillaise deviendra, au fil des années, l'hymne le plus célèbre du monde. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui encore de le rappeler et d'insister sur ce point. Sans Mireur, ce chant serait resté certainement un hymne militaire à la gloire de la Révolution, mais il n'aurait pas connu probablement ce succès phénoménal. Je pense que Mireur n'a sans doute pas conscience alors de l'importance du rôle qu'il joua. Il restera toujours humble. La Marseillaise, qu'il porta sur les fonds baptismaux, c'était pourtant un peu son enfant, même s'il n'en était pas l'auteur. Il lui fit faire ses premiers pas dans le monde, mais elle grandira si vite qu'il en restera médusée. Et c'est sans lui qu'elle prendra son envol, car elle s'était rapidement émancipée. D'une grande modestie, quand les soldats qu'il commandera plus tard entonnaient ce chant, il ne dira pas à ceux de ces hommes qui l'ignoraient qu'il en fut le premier interprète et l'un des principaux diffuseurs. Sous l'aspect d'une jeune fille altière et conquérante, telle qu'on la représentera dans d'innombrables gravures, la Marseillaise deviendra pour lui la fille qu'il aurait tant aimé avoir. Peut-être avec Fanchon,
la petite blanchisseuse avec laquelle il s'était amusé comme un gosse durant l'été de ses 18 ans dans son village natal. La première fois qu'il la rencontra, c'était au lavoir de Clairefond, où, au petit matin, elle venait battre les cives. Lui était encore étudiant et dormait profondément dans une panière de linge sale. Il était en train, semble-t-il, de cuver les relents d'une beuverie entre copains qui avait trouvé là son épilogue. Elle trempa son mouchoir dans l'eau du bassin et l'appliqua sur le front du fêtard, qui reprit vite ses esprits et se présenta. Il lui demanda alors son nom et ce qu'elle faisait de si bonne heure. Elle lui répondit en riant. « Je suis la blanchisseuse du château de la Serviane. » Et une conversation s'engagea entre les deux jeunes gens. « Tu es bien payé ?»« Une misère. »« Ça va changer, je te le promets, Fanchon. Tu peux me croire. La révolution, c'est pas fait pour les chiens. Les riches ont mangé leur pain blanc. Place aux pauvres qui n'auront plus peur d'avoir faim. Suce aux tyrans qui les exploitent. Abat les traîtres et les privilèges. Un nouveau soleil se lève, Fanchon. Alors la République rassemble ses fils. Il est grand temps de voler au secours de la patrie. Emporté dans son élan, il lui déposa 2 gros baisers sonores sur les joues. Ils se revirent, échangèrent des serments, se jurèrent fidélité et se promirent sans doute d'être mari et femme. Mais le sort en décida autrement. François Mireur ne sera jamais époux, ni père, et n'en aura pas le temps. Dans l'immédiat, il entend ne se consacrer qu'à la patrie en danger et se dévouer corps et âme pour elle. Et c'est la raison pour laquelle il s'engagera dans l'armée. Dumouriez vient, avec Kellermann, de décrocher un succès décisif à Valmy. Le roi de Prusse a été obligé de rebrousser chemin avec armes et bagages, comme en témoigne avec un réalisme implacable un correspondant de guerre de l'époque, un certain Johann Wolfgang von Goethe. François Mireur admire Dumouriez et rêve de le rejoindre, ce qui va se faire très vite. Durant l'automne 1792, il participe sous son commandement à la conquête de la Belgique. Il figurera parmi les officiers les plus vaillants lors de la prise de Bruxelles, ce qui lui vaudra 2 galons de lieutenant à l'épaule et une lettre qu'il adressera le 26 décembre à son père. Je crois que dans peu de jours, je serai dans la cavalerie légère. Le brave général Dumouriez, à qui j'en ai fait la demande, m'a dit « Mon enfant, on m'a parlé de la manière dont vous vous êtes conduit à Bruxelles. J'envoie par le courrier de demain votre mémoire au ministre de la Guerre. » J'ai de suite écrit à 2 membres de la Convention, que je connais beaucoup, pour les prier de parler en ma faveur au ministre de la Guerre. Je crois que ça ira bien. Adieu. Mireur, lieutenant. Son père ne s'empresse pas de lui répondre, ce qui l'inquiète et l'attriste. Au cours de l'été 1793, il est en Hollande, et toujours sans courrier de son père, il expédie une longue et belle lettre à sa mère, empreinte d'une grande piété filiale, et qui mérite d'être citée, au moins partiellement. Armée du Nord, infanterie française, au camp d'Oisy, le 8 juillet 1793, l'an 2 de la République. Ma chère mère, n'ayant point obtenu de réponse de mon père à plusieurs lettres que je lui ai écrites, je vous écris pour savoir de vous des nouvelles de la famille.
L'oubli que vous faites de moi est désespérant pour un cœur qui a toujours porté à vous chérir. Mais ce qui me rassure, c'est ma conscience qui me dit sans cesse que je ne le mérite point. Dans votre lettre, marquez-moi la cause de cet oubli, pour que je m'empresse à la détruire et à effacer de votre esprit l'impression que certaines phrases de quelqu'une de mes lettres mal interprétées auraient pu y faire. J'ai écrit depuis mon retour de la Belgique en février 5 ou 6 lettres. Je n'ai reçu de lui aucun signe de vie. Vous sentez, chère maman, combien ce silence est sensible à un fils qui aime ses parents, car l'éloignement qu'il y a entre vous et moi n'a rien altéré de mon attachement et de ce respect que mon cœur vous a voué dès ma tendre enfance. Ainsi, chère mère, rendez-moi cet attachement, cet amour que vous m'avez toujours témoigné. Votre fils cadet n'en est point indigne. Son cœur est toujours le même. Il a toujours la même affection pour vous. Mon âge n'a en rien affaibli de cet air respectueux que j'ai toujours eu pour la plus tendre et la plus digne des mères. Oui, chère mère, votre cher François vous aime toujours. Son cœur se plaît à vous le répéter. Payez-le de retour comme vous l'avez toujours fait. Pouvez-vous, par votre empressement, lui donner de vos nouvelles, et ses vœux seront couronnés. Écrivez-moi, prêchez-moi toujours les principes de morale que vous me prêchiez étant jeune. Mon cœur, toujours docile à vos leçons, vous écoutera, profitera et se plaira à dire qu'il vous doit non seulement le jour, mais toutes les qualités morales qui caractérisent un honnête homme. Adieu. Adieu, la plus tendre et aussi la plus aimée de toutes les mères. Mireur, lieutenant. François continuera à écrire régulièrement à ses parents. Si sa mère lui répondra, la plume paternelle demeurera résolument silencieuse, comme les lettres adressées directement à la mairie à M. Pierre Mireur, maire d'Escragnole. Pour quelle raison? Comment expliquer cette apparente indifférence à la carrière de son fils? Il est difficile de répondre à cette question, mais on peut toutefois supposer que ses parents, et surtout son père, n'aient pas accepté la brusque décision de leur fils de troquer son scalpel, ou plutôt sa lancette, contre un fusil. Par ailleurs, sa famille et ses parents en particulier restèrent toujours fidèles à l'ancien régime et hostiles aux idées nouvelles véhiculées par leur fils. L'année 1794 sera pour François Mireur une année cruciale, avec une rencontre décisive, celle avec Bernadotte, que nous évoquions au début de notre rencontre. Bernadotte, aux côtés duquel il s'illustrera dans des batailles dantesques et son héroïsme forcera l'admiration. Kléber écrira dans un rapport adressé au directoire: l'adjudant général Mireur déploie dans ses journées de grands talents militaires. L'année suivante, Français et Autrichiens continuent à s'entre-déchirer au bord du Rhin. Le passage du fleuve reste la grande question. On ne l'envisage plus désormais qu'en barque. Là encore, Mireur va se montrer héroïque. Seulement 400 grenadiers purent être embarqués sous la conduite de Mireur. Jean Lombard, l'un des biographes de Mireur, décrit cette opération en ces termes. Ils abordèrent la rive droite malgré le feu de 2 pièces de gros calibre qui étaient placées dans une redoute en avant du village de Bendorf.
Mireur, sans être effrayé du petit nombre d'hommes qu'il commandait, divisa cette faible troupe en 3 colonnes. Celle de droite, commandée par Maison, fut dirigée sur Bendorf et devait être soutenue par la colonne du centre aux ordres de Morin. Celle de gauche, à la tête de laquelle se mit l'adjudant général Mireur, ayant avec lui l'aide de camp du général Bernadotte, Courroux, se porta rapidement sur la redoute. Ces 2 attaques furent exécutées avec tant d'impétuosité et de valeur qu'en moins de 10 minutes, le village et la redoute furent enlevés, et le bataillon qui défendait Berndorf mis en fuite. Les pièces prises dans la redoute permirent enfin de repousser la contre-attaque ennemie. Quelque temps plus tard, Bernadotte fit marcher sur Neumark une avant-garde commandée par Mireur qui s'empara de la cité après quelques charges de cavalerie et fit de nombreux prisonniers. La prise de Neumark eut un grand retentissement auprès du Directoire qui adressa aussitôt une dépêche de félicitations à Bernadotte et à Mireur. Celui-ci enchaîna alors les victoires au service de son général en chef, pour lequel il avait à la fois la plus grande affection et le plus profond respect. Puis, en mars 1796, commencera la campagne d'Italie, menée tambour battant par le jeune général Bonaparte, et François Mireur en sera. Très rapidement, il gagnera ses étoiles de général de brigade. La plupart des généraux qui devaient former le brillant état-major de Bonaparte, tels Murat, Duroc, Mireur, figurèrent avec honneur dans cette affaire. Écrira Abel Hugo, fils du général comte Hugo et frère du futur grand écrivain. Le traité de Campo Formio lui permet de souffler un peu et de regagner Scaragnoles où il est accueilli joyeusement par sa famille. Il n'est nullement question de ces innombrables lettres restées sans réponse. L'heure est aux retrouvailles et François savoure le plaisir de retrouver sa maison natale, ses parents et ses joies d'enfant. Ses amis aussi sont là et ils l'acclament. Très ému, il chante la Marseillaise au cours d'une réception en son honneur. Durant ces quelques jours, il oublie son uniforme de général pour retrouver la faucille et la fourche et aider les paysans comme au temps de son enfance. Et puis vient le jour du départ. Sa mère, en le serrant dans ses bras, ne peut s'empêcher de contenir ses larmes. Sans doute a-t-elle le pressentiment qu'elle ne le reverrait plus. Quelques jours plus tard, le voici au QG du généralissime Bonaparte. C'est sa première rencontre en tête-à-tête. Il est très ému. Bonaparte lui tend la main, esquisse un sourire, puis l'invite à s'asseoir. François est très troublé. Il tente cependant de paraître détendu. Il bafouille quelques compliments, mais comprend vite qu'il est préférable de laisser parler Bonaparte, et il se contente d'abord d'opiner du chef à chacune de ses affirmations, puis il prend confiance et progressivement se sent plus à l'aise. Il relatera cette entrevue dans un courrier adressé à son frère. À mon arrivée au quartier général du général en chef, j'ai été accueilli avec beaucoup d'intérêt par le général, qui m'a paru fort satisfait de mon exactitude. Il m'a donné une preuve d'amitié en m'accordant le choix d'une brigade d'infanterie légère ou d'une cavalerie. J'ai eu l'honneur de converser avec lui pendant à peu près 1 heure, durant laquelle il m'a confié des témoignages de son estime. Ainsi peut-on dire
que les relations entre François Mireur et Napoléon Bonaparte démarraient sous les meilleurs auspices. En Italie, Mireur continuera à s'illustrer par sa bravoure et il connaîtra ses plus grands succès avec des hommes valeureux mais manquant de tout. Toutes les troupes sont sans souliers, sans eau de vie, la boue à demi-jambe et toutes les nuits sur pied, rapportera dépité le général Alexandre Berthier qui commande les troupes. Sur 2 divisions, il n'y a qu'une centaine d'hommes chaussés. Paris nous a abandonnés. Si nous sommes battus, nous regagnerons les Alpes en fuyards. Les Autrichiens entendent bien en finir rapidement avec cette cohorte de va-nu-pieds aux panses vides et épuisées. Adversaire encore bien plus redoutable que les Autrichiens pour nos troupes, le moustique. Impossible d'éliminer à coups de canon ce parasite qui trouve dans les marais ambiants ses lieux de prédilection. Les larves qui n'ont pas de frontières frappent indifféremment les combattants français et les soldats autrichiens. Elles sont omniprésentes au siège de Mantoue. Au crépuscule, les moustiques se sont levés comme une armée, écrit Mireur, victime comme ces hommes de ces volées mortifères, harcelant de nuit les colonnes en marche vers Rome. C'est une invasion irrésistible. Sortant des murs, des arbres, des arcades, des piliers, des sols, des toits, en haut, en bas, de toutes parts. Innombrables, ils se ruaient, sûrs de vaincre, sonnant la charge, la pompe droite, infaillibles à torturer. Ils sont atroces, à devenir fous. On ne sait où fuir, où mettre ses mains, son visage, sa peau. Ils collent à la nuque, ils enfoncent le dard au cou, à la cheville, au pied du genou. Ils pompent sur ma veine et sur l'artère. Ils savent l'anatomie bien plus que moi. Ils ont la ruse de l'enfer. Une nuit à Mantoue est un affreux supplice. Pas un Mantouan n'y échappe. Cette ville doit vivre dans une lamentable insomnie. Voilà pourquoi, le matin, on voit tant de visages bouffis, enflés en boutons, une pâleur livide, tigrée de pustules, ajoutée à la formidable clameur de coassement des grenouilles. Enfin, voici Rome, la cité de Romulus et Romulus, qui fascine les soldats français. Mais ils ne sont pas là pour faire du tourisme. À peine arrivés, ils ont pour mission de s'installer au point stratégique de la ville éternelle. Les Romains, qui les considèrent comme des envahisseurs, ne leur facilitent pas la vie. Une révolte éclate, qui trouvera son point culminant le 25 février 1797 au cours d'une cérémonie funèbre organisée en la mémoire du général Dufaux, tué dès les premières salves 2 jours plus tôt. Berthier fait alors appel à Mireur, qui commande l'avant-garde pour neutraliser, entre autres monuments, le château Saint-Ange. En un temps record, celui-ci monte à l'assaut de la citadelle et d'un de ses remparts brandit fièrement son mousqueton au-dessus du Tibre. On affirme alors en France qu'il a été le premier à entrer dans la ville éternelle. Mais il dément ce bruit et laisse à Berthier l'honneur d'être entré le premier dans la citadelle. C'est par erreur, écrit-il à son père, qu'on a dit que l'expédition de Rome et que la gloire d'être entré le premier dans cette ville m'avait valu le grade de général de division. Je vous avoue, mon cher père, que je me soucie fort peu de ce grade, que je crois en voir trop de celui que j'ai, et qu'en deuxième lieu, je croirais l'avoir à trop bon compte si je l'avais eu pour mon entrée dans Rome. C'est par erreur qu'on vous a dit que j'étais entré le premier.
je n'y suis entré que de second, derrière Berthier. Une fois encore, François démontre son humilité et sa modestie. Il ne recherche pas les honneurs, mais il n'en est pas moins déçu lorsqu'il se sent victime d'une injustice. Il ne cache pas sa déception par le changement d'attitude à son égard de Bonaparte, qui jusque-là lui avait témoigné son estime. Son commandement du 7e chasseur, avec lequel il combattait depuis le début, lui est soudainement retiré. Par ailleurs, il aurait souhaité accompagner son ami Bernadotte, nommé ambassadeur à Vienne, mais Bonaparte s'y oppose. En fait, il lui reproche, semble-t-il, ses propos acerbes dans une lettre à l'état-major sur la vie de luxe et de débauche de certains officiers et soldats français en Italie. C'est donc à contre-cœur que Mireur suit Bonaparte dans une aléatoire équipée en Afrique du Nord en mai 1798. Je ne sais pas, mon cher père, si vous avez reçu quelques-unes des lettres que je vous ai écrites depuis que ma destination pour l'armée d'Angleterre a été changée. J'ai fait bien du chemin depuis. L'endroit d'où je vous écris en est une preuve. Je dois partir d'ici peu après avec un corps de troupes à mes ordres. Je ne sais quelle est ma destination. Ce que je présume, c'est qu'il est question d'une expédition maritime assez lointaine. Ce sera l'Égypte. Et aussitôt, il conteste la stratégie de Bonaparte. Cette opposition finira par se transformer en véritable confrontation. Afin d'éviter des pertes humaines, Mireur propose de ne pas gagner le Caire à toute allure, comme le souhaite Bonaparte, mais il se fait sévèrement remettre en place. Lors d'un conseil de guerre réuni à Damonhour, il aurait également recommandé de rembarquer en Europe afin de s'assurer de la paix continentale en priorité et de ne revenir éventuellement en Égypte que plus tard avec une armée mieux préparée. Bonaparte maintient sèchement son option et le raboute sans ménagement. Il lui lance enfin, devant tous les officiers rassemblés, « Général Mireur, manqueriez-vous à ce point de courage ?» Atteint de plein fouet et désemparé, profondément humilié, Mireur se retire dans sa tente sans dire un seul mot. Il se sent seul. Ses parents sont de plus en plus silencieux. Ses amis d'autrefois, ses anciens collègues de médecine de Montpellier, disparus. Évanouies aussi ces images de femmes qui traversèrent si rapidement sa vie. Marie-Julie, la grassoise, rencontrée furtivement le temps d'un baiser lors d'une permission. Désirée Clary, pour laquelle il avait éprouvé un sentiment secret, sans doute proche de l'amour, et dont il aurait été si heureux de la voir dans les bras de son ami Bernadotte. Et surtout Fanchon. Fanchon, la petite blanchisseuse dont il aurait tant voulu faire sa femme. Il se sent désormais loin de tout et loin de tous, comme s'il avait déjà quitté ce monde, leur monde. Et voici qu'à présent il subit publiquement le plus cruel des outrages de la part de l'homme qu'il admirait le plus au monde après Bernadotte. À la pâle lueur d'une lanterne, il écrit fébrilement tout ce qu'il ressent. Et ce soir-là, les mots que la plume d'oie trace sur le papier
sont ceux d'un terrible constat d'échec, d'un lamentable gâchis. Il fait part sur le papier de ses doutes, de son amertume. Il a le sentiment que sa carrière militaire, promise aux plus beaux éclats, n'est plus qu'un beau rêve brisé. Commence alors pour lui une longue nuit traversée d'angoisse, et il finit par s'endormir en sanglotant comme un enfant. Le lendemain matin, il essuie un nouvel affront. Il est suspendu de son commandement et c'est le général Leclerc, son beau-frère, qui est désigné pour prendre la tête de la cavalerie d'avant-garde. Alors, le brillant officier à qui tout souriait et dont on admirait les prouesses sur les champs de bataille, sent monter en lui une fureur incontrôlable. Son visage s'empourpre, ses dents se serrent, des larmes jaillissent de ses yeux, il semble ne plus pouvoir contrôler ses mouvements. Il commence à courir dans tous les sens, comme un dératé, puis il saute sur sa jument Tulipe, se dresse sur ses étriers et éperonne. Il fonce alors à bride abattue, droit vers les mamelouks camouflés dans les dunes. Une balle traverse la corne de derrière son chapeau, à quelques lignes de sa tête. Il est comme anéanti, mais ne tombe pas de sa monture. Le sang lui coule par le nez, les oreilles et même les yeux, mais il se ressaisit, même s'il ne sent plus ses membres et s'il lui est impossible de serrer ses jambes pour faire comprendre sa volonté à Tulipe. Mais celle-ci sait ce qu'il attend d'elle et poursuit sa course au galop, indifférente aux nombreuses balles qui sifflent constamment à ses oreilles. Après une brève éclaircie, la mitraille repart de plus belle. Assailli par une grêle de balles et de lances, Mireur est massacré, mutilé, égorgé, transpercé et taillé en pièces à coups de lance et de cimeterre. Dans le même temps, un mamelouk touche Tulipe d'un coup de lance dans le flanc. La jument, rendue par la douleur à ses instincts féroces, se précipite avec furie sur les Arabes, ruant et mordant, renversant tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Coincé dans les étriers, empêtré dans les rênes, le corps sans vie de Mireur se renverse sur le flanc de sa monture, lancé au triple galop. Quelques instants plus tard, au sommet d'un monticule, la jument agonisante s'effondre dans le sable avec les restes ensanglantés de son cavalier. Desaix, Berthier et même Leclerc tenteront en vain d'intervenir. La dépouille du brave Mireur ne sera jamais retrouvée. Il avait seulement 28 ans. Peut-on parler d'une sorte de suicide ou d'un moment de folie passagère? La question reste toujours posée. Quoi qu'il en soit, on ne souhaita pas à l'état-major s'apitoyer trop longtemps sur son sort, au risque d'entamer le moral des hommes. Bonaparte, qui assista à l'écart à cette scène horrible, parlera d'un officier distingué que l'armée regrettera et s'empressera de tourner la page. Une cérémonie expéditive fut cependant organisée en son hommage, et il semblerait qu'il n'eut même pas droit à la Marseillaise. La Marseillaise qui, j'en suis persuadé, ce jour-là, 9 juillet 1798, dans les sables d'Égypte, était en deuil et pleurait celui grâce auquel elle devait son prestige et sa gloire. Je vous remercie.